Tout cela est extrêmement intéressant, effectivement. Et êtes-vous finalement optimiste? Alors, bonne question. Je suis optimiste par rapport à la vision de Teilhard qui montre que sur le long terme, la trajectoire est sur un sens positif de construction, on pourrait dire, de l'humanité. Et si on regarde dans le rétroviseur, l'image est assez intéressante à prendre. On peut dire que depuis quelques dizaines d'années, depuis les guerres qui ont été absolument monstrueuses donc au cours du XXe siècle, eh bien, il y a maintenant des états de droit, il y a des organismes internationaux, il y a une structuration qui va dans le bon sens. Mais comme le dit fort bien Teilhard, l'évolution est tâtonnante. Et qui dit évolution, dit changement. Dès l'instant où il y a changement, bien évidemment, il y a perturbation d'un ordre existant pour aller vers un désordre. Et dès l'instant où on passe à ce désordre, évidemment, il y a une sorte de déstructuration et qui donne lieu à des conflits. Que ce soit des conflits biologiques au niveau cellulaire, notre corps humain n'existe pas en tant que tel. C'est un mouvement permanent de cellules qui meurent et d'autres qui apparaissent. Nous n'existons pas en tant qu'élément fixe. Nous sommes stables, mais c'est comme si on prenait un escalator à l'envers. On peut être fixe, mais il faut bouger pour ne pas tomber ou reculer ou pas avancer. Donc pensez sur ce mouvement. Au fond, Teilhard est très proche de Schumpeter. Oui, en quelque sorte, tout à fait. Tout à fait. Schumpeter, je l'ai bien connu en tant qu'organisateur, la destruction créatrice dans le ordre et le désordre. Mais je crois que l'image ordre et désordre est la clé du problème parce que nous sommes tous en tant qu'humains très résistants au changement, par nature, par paresse de toute nature. Et donc le changement perturbe. Donc s'il y a changement, il y a conflit. Et je crois que le cœur de l'évolution, c'est cette dialogie, comme dit Edgar Morin, c'est-à-dire deux éléments contradictoires qui trouvent un élément de synthèse à un niveau supérieur, c'était de synthèse ou d'alliance, ce qu'on appelle le tiers inclus, et qui va vers effectivement un niveau différent sur une alliance dans la diversité et la contradiction. Et s'il y a contradiction, il y a conflit. Et s'il y a conflit, ça peut aller jusqu'à la guerre. Et c'est bien le point central de Teilhard qui a forgé sa vision sur la guerre de 14, où il était brancardier et a ramassé les morts et les blessés. Et si j'ose dire, de manière un peu humoristique, gentiment le soir, il écrivait sa vision des choses dans le chaos intégral de la guerre. En fait, est-ce que le terme de changement n'est pas inapproprié? Est-ce qu'il ne s'agirait pas beaucoup plus d'employer le terme de progrès que de changement? Alors, on peut prendre de manière positive les choses, mais il ne faut pas se voiler la face. C'est le père de Lubac qui disait que Teilhard avait un très grand sens de la tragédie humaine, au sens grec du terme, c'est-à-dire que la vie est une tragédie pour Teilhard, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais c'est sa foi chrétienne qui lui donne l'espérance. Mais sans sa foi chrétienne, je suis convaincu que Teilhard aurait été d'un pessimisme absolu. Au fond, votre association est tragique, cher monsieur. En un sens, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que, précisément, si on reprend le canal historique, pour prendre des termes qui sont connus de l'association, il s'est fondé sur, effectivement, des jeunes qui étaient étudiants à la fin de la guerre, 45, 44, 45, et qui ont, avec Teilhard, eu tout d'un coup de l'oxygène qui les a libérés de leur envie de quitter l'Église, qui était fixiste et qui les contraignait. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas opposition, finalement, par rapport à ce que disait Teilhard, entre science et foi. Donc, Teilhard a vraiment apporté de l'oxygène, et c'est bien l'un des problèmes aujourd'hui, d'ailleurs, lorsqu'on parle aux jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas les références du fond de l'air qui était chrétien à l'époque de la fin de la guerre, et donc il y avait une sorte de norme formatant les gens dans un système judéo-chrétien et une croyance à l'Église. Donc ils étaient respectueux, et donc, mais se sentant de plus en plus contraints, avaient envie de quitter l'Église. Vous avez employé le terme d'oxygène. Aujourd'hui, les soucis vont plutôt vers le gaz carbonique. Ne pensez-vous pas, comment voyez-vous les relations aujourd'hui entre l'écologie et cette pensée dynamique de Teilhard? Alors je crois qu'il y a une correspondance complète entre la vision donc, de Teilhard, qui est même pourrait être taxée aujourd'hui, rétrospectivement d'écologie. Alors Teilhard, en son temps, n'était pas du tout sensibilisé, bien sûr, aux limites de ressources, aux problèmes de pollution, mais il a simplement dit à l'époque, étant très progressif sur le plan de la technologie, si on continue comme ça, on va se trouver au milieu du gué et on va manquer de ressources. Donc il avait vu l'écologie au sens où on parlait de pic de pétrole il y a encore quelques années, maintenant ceci est largement dépassé, mais donc il était sensible aux ressources consommées.
en disant si on ne fait pas attention, on va être au milieu du gué dans le développement de l'humanité et on ne pourra pas traverser les éléments dangereux d'évolution. Par contre, aujourd'hui, je pense que Teilhard est dans une vision totalement écologique. Quand on regarde la démographie de la Terre, elle devient une fourmilière dont la taille n'a jamais été atteinte comme aujourd'hui. Puisque nous sommes passés de 1990 à aujourd'hui de 5 milliards d'habitants à 7 milliards, et on va aller à 9. Et en même temps, dans cette intégration planétaire, le niveau de pauvreté est passé de 35% en 1990 à 10%. Mais en 1990, c'était 35% de 5 milliards, et aujourd'hui, c'est 10% de 7 milliards. Donc le gain de la mondialisation dans ce réseau planétaire qui s'est établi est un succès fantastique qui va dans la vision de Teilhard, c'est d'intégration planétaire dans ce qu'il appelait la mondialisation. J'ai cru d'ailleurs qu'entendre le mot de serrage planétaire quelque part dans les ouvrages de Teilhard, et pour Teilhard, ce serrage planétaire devait être un petit peu le début d'une nouvelle évolution de l'humanité, contrainte de se serrer sur elle-même et de trouver, comme les habitants d'un village, le moyen de cohabiter. Eh bien absolument, puisque vous parlez de serrage planétaire, c'est le terme utilisé par Teilhard, et qui le conduit à penser que nous entrons après une socialisation d'expansion, où évidemment il y avait peu de monde sur Terre. Il ne faut pas oublier que le milliard d'habitants a été atteint sous Napoléon, et que dans les 10 000 dernières années, ce qui est très peu par rapport aux 13 milliards 800 millions d'années, il y a quasiment très peu d'habitants sur Terre jusqu'à l'arrivée du Christ. Je pense d'ailleurs que vous parlez de Napoléon III. Ah, je parle de Napoléon Ier, le milliard. Et maintenant nous sommes 7 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on met une échelle de l'évolution dans la mesure où on comptait les gens sur Terre, depuis le recensement universel de César, eh bien on voit apparaître à partir, sur 10 000 ans, on voit que la courbe ne décolle pas de la ligne de base et commence à partir du Christ à décoller la ligne de base. Et puis en une centaine, quelques centaines d'années, on a un pic qui monte à 7 milliards. Donc sur l'histoire de l'univers, l'homme qui envahit la Terre, c'est extrêmement récent. Donc c'est pour ça que ça crée quelques frottements aux entournures dans cette fourmilière qui rentre en interaction. Est-ce réellement une fourmilière? Est-ce pas au contraire une montée vers ce que Teilhard appelle la noosphère? Alors tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement il y a fourmilière, effectivement, puisqu'il y a un nombre d'habitants au mètre carré qui a augmenté sur la Terre, hein, ça c'est évident, mais qu'est-ce qui réunit ces hommes entre eux? Alors jusqu'à il y a peu de temps, si je prends l'exemple de ce que disait un ministre des Affaires étrangères en Corée du Sud il y a quelques années, les 180 bateaux que représentent les 180 pays avaient pour mission de ne pas se rentrer dedans, du point de vue politique étrangère. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul bateau avec 180 cabines. Et s'il y a à la fois dans une cabine, les bateaux coulent. Donc nous rentrons quasiment dans un dispositif totalement écologique. D'ailleurs, le pape François, dans Laudato Si, cite Teilhard nommément, en montrant que finalement, nous formons maintenant un macro-écosystème où tout est en interréaction. Et donc, partant de là, il est impossible de s'en tirer seul, tout seul sur son inventaire, en disant « je me fous du reste ». Noosphère, qui est le titre que vous venez de donner à votre revue. Voilà, cette revue est donc un changement d'évolution qui va dans le sens effectivement de cette densification de la planète et de la mondialisation, plutôt la planétisation que vous disiez lui-même Teilhard, et qui fait qu'effectivement, après cette couche biosphérique qui envahit la Terre, il n'est plus possible de prendre des espaces, il y en a encore quand même, mais il faut passer à une autre organisation, plus verticale, plus en maillage de réseaux planétaires, où les gens puissent se rencontrer de cœur à cœur et passer d'une relation, je dirais, de corps à corps, réglée par des lois, à une relation de cœur à cœur, réglée par l'amour. Et là, nous sommes au nœud gordien de l'évolution et des conflits que l'on peut comprendre. Puisque finalement, quel est le résultat des cours? C'est que s'il y a conflit, c'est qu'il y a décalage culturel, économique, social, religieux, et que tout ceci rentre en interaction et crée des frottements aux entournures, et il y a même des guerres, on le voit très très bien avec les montées aux extrêmes que l'on constate dans cette intégration. L'intégration fait peur et conduit les gens à se refermer sur eux-mêmes, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, en pensant que sur un plan identitaire, on pourra vivre tout seul sans les autres. L'intégration dont vous parlez, est-ce que ça n'a pas un autre, ne fait pas prendre un autre risque, qui est celui de l'uniformité? Autrement dit, trop d'intégration va conduire à l'uniformité, et l'uniformité
c'est la stérilisation de l'évolution. Tout à fait, alors ça c'est parfaitement vrai. Et ça c'est le contraire de ce que pense Teilhard, qui trouve qu'il faut qu'il y ait une montée effectivement en complexité de l'esprit par ces relations de cœur à cœur et d'amour, et qui ne soit pas du tout massifiante. Et là on peut prendre un exemple qui est un peu actuel, puisque on parle de ce livre de Laurent Alexandre sur le transhumanisme, qui n'a rien compris à Teilhard. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de transformation de l'humanité en fourmilière? Alors le risque est permanent, surtout par les principes de gouvernance. Si nous restons uniquement au niveau, je dirais, du droit, eh bien effectivement, on aura toujours besoin d'une nouvelle couche juridique chaque matin pour des comportements erratiques des hommes, pour canaliser leur comportement plus ou moins à intérêt égoïste. Par contre, si on développe, parce que la vision de Teilhard, l'émergence de conscience, ça veut dire la conscience de soi, mais la conscience des autres, comme dit Teilhard, se décentrer de soi, écouter l'autre et se surcentrer en Dieu. Donc il y a une sorte d'écoute à faire de l'autre. Donc on ne pourra pas, dans la fourmilière en interaction, échapper à la problématique de la relation à l'autre. On ne peut plus se comporter sur un plan strictement individuel et égoïste, qui conduit effectivement à une massification étatique ou à une élimination des faibles. Alors est-ce qu'il n'y a pas un risque considérable de voir la diversité disparaître? Et autant que je sache, la diversité est une source d'évolution. S'il n'y avait pas de diversité, nous marcherions tous au pas cadencé, et je ne sais pas où ça nous mènerait, mais probablement à un système complètement fixiste. Il est clair qu'il y a une sorte de paradoxe dans l'évolution. On peut voir l'aspect d'évolution vers plus de conscience personnelle, mais en même temps, si on pense à Darwin, l'évolution et la santé conduisent à faire vivre toutes les personnes, même en état de faiblesse. Donc en quelque sorte, nous incitons aujourd'hui à un virage d'évolution en aidant à vivre beaucoup plus de gens qui disparaissaient avant. Donc il y a effectivement une question d'évolution qui peut basculer sur d'autres filiations dans le futur, d'autant plus si on essaie de développer donc des prothèses qui développent les capacités humaines, comme Teilhard d'ailleurs en était friand, si j'ose dire, puisque pour lui, l'évolution ne s'arrêtait pas simplement au niveau biologique, mais avec l'homme, passait à un autre niveau de prothèses, et le premier silex taillé est une des premières prothèses qu'a développé l'homme pour déployer son potentiel. Et effectivement, eh bien, en puissance, il y a dans le silex taillé, il y a le smartphone d'aujourd'hui. Il n'y a pas de différence de nature entre un smartphone et un silex taillé. Simplement, il y a une capitalisation des connaissances et technologies qui a conduit aujourd'hui à ce que ce soit effectivement le smartphone. Et dans 100 ans, 1000 ans, il y aura encore autre chose qu'on n'imagine même pas. Sans aller jusqu'au silex, est-ce que ce qui est fondamental, est-ce que ce n'est pas là un des points importants apportés par la religion, et donc indirectement par Teilhard? Est-ce qu'en fait, ce ne sont pas, toute cette pensée ne conduit pas à considérer que ce sont des forces d'amour qui sont absolument fondamentales, qui sont les seules qui permettent à des foules de marcher ensemble tout en gardant une très grande diversité? Au fond, c'est le point de notre liberté, égalité, fraternité, c'est le point fraternité qui, en fait, on n'ose pas employer le terme, mais c'est le mot amour qui devrait être prééminent. Alors pour Teilhard, c'est fondamental. Pour lui, la véritable énergie est l'énergie de l'amour. Donc il parle de deux énergies tangentielles et radiales. L'énergie tangentielle est celle que nous connaissons physiquement pour nos consommations électriques ou énergétiques de nos voitures. Et pour lui, l'énergie de l'amour radial est celle du dedans des choses, du cœur, qui est fondamentale et qui est la seule qui permet aux hommes de vivre sans contrainte entre eux. Donc dans cette logique-là, Teilhard est parfaitement dans le développement par la diversité, comme l'homme et la femme d'abord, pour commencer, qui est pour lui fondamental, puisque l'homme, le féminin pour Teilhard, a toujours été structurant dans sa vision de l'évolution. Rien ne s'est fait sans le regard d'une femme, dit-il lui-même, en pensant à sa mère, en pensant à sa cousine Germaine avec qui il a échangé pendant les guerres de 14 sur ce qu'il constatait, ce qu'il essayait de formaliser dans des écrits, et jusqu'à ses amitiés féminines bien connues et qui ont développé cette relation à la femme qui est très puissante et qui incarne fondamentalement l'amour pour Teilhard.
Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus justement sur le rapport entre Teilhard et les femmes? Je crois que tout le long de sa vie, il a eu de très grandes amitiés avec des femmes, toutes d'ailleurs assez remarquables. Oui, effectivement, donc on ne va pas citer toutes les personnes qu'il a rencontrées. C'est vrai qu'il avait même physiquement un côté que je pourrais qualifier de séducteur, sans donner un sens péjoratif à ce terme, mais de grande classe. Et effectivement, les femmes étaient attirées par lui, sur un plan simplement de dualité homme-femme, ce qui n'est pas du tout anormal, et même très bien. Donc il a eu des amitiés extrêmement diverses avec la femme de Vaillant Couturier, qui effectivement était dans des logiques politiques un peu différentes de la sienne, avec qui il a beaucoup échangé. Alors évidemment, quand on pense aux amitiés féminines de Teilhard, on pense à Lucille Swann, cette américaine sculpteur et artiste de son métier, qu'il a rencontré effectivement à Pékin pendant cette longue période où, éloigné de l'Europe et en plus coupé de l'Europe par la guerre de 40, retenu par les Japonais en quelque sorte, eh bien il a pu échanger avec elle. Elle-même a sculpté le fameux Sinanthrope de Pékin dans son atelier de sculpture et ils ont beaucoup échangé là-dessus. Ils avaient une amitié très forte, une amitié très forte allant jusqu'à l'amour en fait. N'a-t-il pas également rencontré assez proche Madame de Montfred? Oui, oui. Alors Madame de Montfred, effectivement, il l'a rencontrée, surtout son mari. Je ne sais pas, personnellement, je n'ai pas d'informations sur la connaissance qu'il avait de Madame de Montfred, mais sur le plan de la relation avec Henri de Montfred, effectivement, avec qui il a pu même séjourner sur son bateau, sans bien trop savoir ce qu'il y avait sous les couvertures du bateau, comme trafic plus ou moins honnête de Henri de Montfred, qui n'était pas, comme on le dit, un enfant de cœur. Mais Henri de Montfred a eu une très grande, admiration pour Teilhard, pour ses échanges sous les étoiles le soir sur les fleuves africains, hein, et il a trouvé un homme extraordinaire. Il a écrit un texte qui est connu, il a enregistré des textes que nous connaissons, qui sont dans nos archives et qui montrent à quel point il trouvait cet homme remarquable dans un voyage qu'il a fait en bateau aussi, en traversant les mers d'Asie pour ces voyages multiples qu'il a fait dans son parcours de paléontologue. Pour dépasser le problème des femmes, est-ce qu'il n'a pas connu toute une série de personnes très célèbres à l'époque? Je pense à Romain Gary, je pense à d'autres auteurs. Alors, Romain Gary, effectivement, est une découverte faite lorsque, c'est après le retour de 1945 de Gaulle, bien sûr, et que Romain Gary était devenu ambassadeur à Washington. Et donc, Teilhard était aussi sur place, et ils se sont rencontrés. C'est plutôt New York, en fait. Quand je dis Washington, c'est à New York qu'ils se sont rencontrés. Et Teilhard a fait connaissance de Romain Gary et d'André Malraux. Et il y a eu des repas à trois entre eux, et qui ont échangé sur la vision de Teilhard. Alors, Romain Gary a été séduit, effectivement, par la pensée de Teilhard, et comme il a constaté qu'effectivement, Teilhard n'arrivait pas à publier parce que l'Église lui interdisait de publier ses écrits, Romain Gary a dit « Je vais moi-même essayer de promouvoir sa pensée en écrivant Les Racines du ciel », qui reprennent le phénomène humain, en quelque sorte, son livre référence, en le mettant sous forme romancée de défense des éléphants. Mais il y a un côté où il y a un prêtre, dont le nom m'échappe d'ailleurs dans le roman, et qui est en fait Teilhard, et pour développer sa pensée. Et donc, effectivement, Romain Gary a été séduit par Teilhard, et il a dit avec humour, en constatant que l'échelle de Teilhard n'était pas l'échelle humaine, que, effectivement, dans cette évolution complexe de la vie, bien, les 25 000 prochaines années seraient sans doute très difficiles. Tous les progrès scientifiques de son époque, et qui en particulier, on le lui a reproché abusivement, s'était enthousiasmé par l'explosion de la première bombe atomique, n'était-il pas assez lié avec Oppenheimer? Si, c'est-à-dire que Teilhard, par nature, était intéressé par tout ce qui était dans le sens de progrès scientifique et technologique. Et donc l'énergie nucléaire, il l'a vu dans un premier temps comme étant presque une garantie contre les guerres futures, en disant effectivement, compte tenu de cette énergie, il a développé le principe de la guerre froide, si je veux dire, en espérant que ça allait empêcher les développements de guerres plus dangereuses. Mais il n'avait pas perçu effectivement que en même temps, il y aurait des développements à l'infini. Alors certes, il a connu la première explosion nucléaire, puisque c'est passé à la fin avec les Américains, fin à la guerre avec les Japonais, mais je ne pense pas qu'il ait perçu à ce point-là les risques qu'il y avait de futur. Il a vu que c'était un coup d'arrêt par rapport à une guerre, et on peut dire rétrospectivement que ça a été vrai.
mais je ne pense pas qu'on puisse en dire plus aujourd'hui. Il ne faut pas faire trop de correspondance de temps entre maintenant et le passé. Je pense qu'il s'est surtout intéressé à la bombe atomique parce qu'il y voyait une source inépuisable d'énergie pour l'humanité. Et ça, je crois qu'il l'avait très bien vu. C'est vrai, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il n'a pas joué un rôle également au départ de l'UNESCO? Alors, il y a eu à l'UNESCO, enfin, dès l'instant où il s'est trouvé effectivement aux États-Unis, il s'est trouvé en relation de tous ceux qui étaient en train de rédiger la Charte des droits de l'homme, et il y a contribué dans ses réflexions. Donc... Monsieur le Président, vous avez réellement une responsabilité considérable, parce que Teilhard était un homme considérable. Et la responsabilité qu'a votre association de développer, de perpétuer la pensée d'un tel homme est lourde. Pourriez-vous nous en dire encore un petit peu plus sur l'association elle-même? Alors, de manière factuelle, l'association représente effectivement à peu près 700 adhérents en France qui sont membres de l'association et qui participent de manière active. Et dans cette association, il y a aussi une cinquantaine de groupes dits de lecture qui se réunissent dans la France entière pour étudier les écrits de Teilhard et donc réfléchir à sa pensée et comment l'insérer dans l'actualité. Et là, vous tombez sur la mission qui est la première de notre association, c'est de bien développer et de faire comprendre et faire connaître la pensée de Teilhard, donc au maximum de gens, et au maximum de gens, surtout ceux qui sont en quête de sens. Alors, j'insiste sur un point, c'est que même si nous sommes une association liée à Pierre Teilhard de Chardin, nous ne faisons surtout pas de teilhardisme, en ce sens que Teilhard a une vision qu'il a représentée à son époque qui est tout à fait révolutionnaire, et pour laquelle il disait lui-même, mais j'aimerais être dépassé par d'autres pour une suite de l'histoire en quelque sorte. Et jamais il a fait de cette vision une doctrine ou une idéologie. Donc notre association n'a rien à voir avec une vision idéologique que certains pourraient taxer de sectaire. Certains, vus de l'extérieur, peuvent penser que l'association de Teilhard est une association un peu sectaire, mais en aucune manière. Cette démarche est basée sur la rigueur scientifique et une recherche de conciliation entre science et foi, qui était bien souvent opposée, particulièrement avec l'Église, jusqu'à ces derniers temps, on pourrait dire, puisque l'Église est passée d'un système fixiste à un système évolutionniste relativement récemment, mais il y avait toujours une recherche de concordisme et essayer de faire coller la science à la vision théologique, voire à la Genèse. Alors c'est vrai qu'on touche un point pour lequel Teilhard a été mis à l'écart de l'Église et pour lequel on lui a interdit effectivement de publier, parce que, de par ses recherches, il a dit simplement « je ne vois pas très bien comment la Genèse prise au premier degré peut s'appliquer à mes travaux scientifiques. Je n'ai pas trouvé de traces d'Adam et Ève. » Donc il n'y a jamais eu de paradis terrestre pour Teilhard. Il n'y a pas eu une chute brutalement, historiquement, à un instant T, où les premiers hommes de Cro-Magnon, auraient fauté et pour lesquels il faudrait éternellement se repentir d'une faute primitive. Mais est-ce que cela n'a quand même pas conduit Teilhard à être mis à l'index? Alors, Teilhard n'a jamais été mis à l'index, donc il n'a jamais été condamné par l'Église. On l'a écarté et on a voulu d'abord sécuriser le clergé, si j'ose dire, en interdisant au clergé et aux séminaristes de lire quoi que ce soit de Teilhard. Donc très tard, bien longtemps après sa mort, c'est-à-dire en 1962, il est mort en 55, ben, très longtemps, pas très longtemps, mais en 62, est venu ce qu'on a appelé un monitum donc toléré par Jean XXIII, je dirais, parce que c'est plutôt la curie romaine qui l'a mis en place, disant que les écrits de Teilhard étaient dangereux, qu'il y avait certains aspects qui théologiquement étaient douteux. Mais jamais il n'a été condamné à l'époque où existait encore l'index dans l'Église. Donc Teilhard n'a jamais été condamné, il y a eu simplement un monitum, ce qu'on pourrait qualifier d'un avertissement en droit canonique. Je ne suis pas du tout un expert en droit canonique, mais c'est comme ça que je comprends. Et aujourd'hui, évidemment, ce monitum est totalement obsolète et les derniers papes, donc depuis Jean-Paul II qui a commencé à dire en langage vaticanesque que l'évolution était plus qu'une hypothèse, en langage diplomatique, c'est reconnaître déjà que c'est une certaine un système avéré par les sciences. Et puis alors Benoît XVI, grand intellectuel, a parlé de Teilhard à diverses reprises en s'appuyant sur lui. Et ne parlons pas du pape François qui fait nommément référence à lui dans la dernière encyclique Laudato Si'.